Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 9 mars 2021. Au sommaire de cette émission, la culture. Laisser la culture dans cet état-là, c'est un choix politique, je dirais. Notre reportage au cœur de l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris. Et puis la culture, toujours confinée, bien sûr, l'avenir des travailleurs du secteur. On en parle avec notre invitée, la chorégraphe Gisèle Vienne. Et puis on se penchera sur l'université. Le gouvernement, des universitaires eux-mêmes et des éditorialistes décrivent l'emprise d'un supposé islamo-gauchisme dans les facs. Nos deux invités, Fanny Gallo et Nassira Ghenif, leur répondent à leur ministre. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Avec nous sur ce plateau, Gisèle Vienne, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, je crois. Vous êtes chorégraphe, plasticienne, metteuse en scène. Les théâtres et les cinémas sont fermés, les productions de tout genre sont à l'arrêt. Le monde de la culture, qui représente quand même 3% du PIB de l'économie française, pour parler gros sous, est à l'arrêt. Un mot ou deux pour définir l'état d'esprit du monde de la culture aujourd'hui, à la fois les créateurs comme vous, les intermittents, les techniciens. Je crois on essaie de nous faire taire, comme on essaie de faire taire toute la société, en fait. On attend, je dirais, plus on nous fait taire, plus on criera de manière virulente à la sortie. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement fragilisé et vulnérabilisé, et qu'effectivement la mobilisation est difficile de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire de quelle société on souhaite construire. Donc c'est pour cela qu'on a envie de se battre. Alors, on va y revenir évidemment. Pour vous interroger avec moi aujourd'hui, Christophe Guignot. Salut Christophe. Salut Mathieu. Christophe, depuis 5 jours maintenant, l'emblématique théâtre de l'Odéon à Paris est occupé par des intermittents et des professionnels de la culture. Oui Mathieu, l'occupation du théâtre a commencé le 4 mars à l'issue de la manifestation parisienne du monde de la culture. Et ce choix ne doit rien au hasard. C'est le même théâtre situé à 2 pas de la Sorbonne qui avait été occupé en mai 68. Alors la situation n'est évidemment pas celle de 68, mais le monde culturel est aux abois depuis 1 an maintenant. Depuis le 4 mars, donc, l'Odéon vit au rythme des AG. Les demandes sont claires, la reconduction de l'année blanche pour les intermittents et la réouverture des lieux culturels au plus vite et dans les règles sanitaires évidemment. Samedi soir, il y a la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui s'est rendue sur place. Elle a écouté longuement les demandes des intermittents sans convaincre. Excusez-moi, mais je suis désolée, mais moi je trouve que c'est insupportable. Enfin, je veux dire, on vous parle et en fait, vous écoutez pas. Non, donc, mais attendez, c'était pour vous répondre d'une manière la plus efficace possible. Sauf que des réponses efficaces, il n'y en a toujours pas eu, Mathieu. Résultat, dimanche soir, de nouvelles personnes sont arrivées pour reprendre la relève sur place, non sans quelques bousculades à l'entrée du théâtre, c'est clair. Et ils sont désormais plusieurs dizaines à l'intérieur. Nous nous y sommes rendus lundi avec Youmni Kezouf. L'heure était à l'apaisement et c'est Salomé, une cadreuse, qui nous a fait faire une visite express des lieux. On est dans le foyer, donc on se réunit pour tout ce qui est réunion, les assemblées générales et également pour on a tout ce qui est ravitaillement. Car depuis le 4 mars, donc, ça s'organise à l'Odéon. Des AG quotidiennes se succèdent, les commissions sont mises en place pour assurer le ravitaillement, la communication ou bien encore pour veiller sur les lieux. Et depuis dimanche, les occupants ont même obtenu de la direction l'ouverture d'une loge qui sert de chambre, mais surtout de douche, car oui, c'est important. Il y a également des salles de réunion et il y a la terrasse qui permet aux occupants de dialoguer aussi avec l'extérieur, comme ce fut le cas lundi au passage de la manifestation féministe du 8 mars. Gisèle Vienne, un mot sur ce reportage. La suite va venir après, mais vous avez dit au début de cette émission, on nous fait taire. Et vous avez aussi, je crois ce matin, quand on s'est parlé au téléphone pour préparer un peu cette émission, vous avez dit des mots forts, on est en train de massacrer, de saccager la culture. Oui, alors du coup, il faut s'interroger. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pandémie, il y a des mesures sanitaires à prendre. Mais là, on est dans une situation vraiment d'incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions énormes. Moi, je pense qu'elles font sens par rapport à des choix politiques. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'on ferme les musées? Pourquoi est-ce que l'on ferme les théâtres? Pourquoi est-ce qu'on ferme les cinémas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus du tout de culture depuis le mois de janvier? Pourquoi est-ce qu'on Madame Bachelot nous invoque comme seule raison la fermeture des théâtres qui ne sont pas des clusters, le fait que le brassage des populations serait trop important? On le souhaite, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Donc tout ça, ce sont ça génère de l'incompréhension. Il n'y a aucun dialogue ce qui se passe à l'Odéon, c'est forcer un dialogue, parce qu'on nous fait taire, on ne dialogue même pas avec nous, ou si peu. Donc effectivement, comme vous le disiez en début d'émission, comme le disait la personne qui intervenait, il s'agit là d'un choix politique. C'est quoi ce choix politique? Et c'est quoi ce choix politique? C'est-à-dire, c'est quoi ce choix politique qui invite en fait toute la population à se taire, à étouffer en fait toutes les possibilités de pensée critique, la diversité des pensées dans le cadre des universités, dans le champ de l'art. Eh bien, pour moi, c'est là une politique qui est tout à fait cohérente, qui est une politique autoritaire, qui essaie d'étouffer je dirais, l'essence même de la démocratie. Alors, il y a quand même des mesures qui ont été faites, beaucoup d'argent pour la culture, l'année blanche pour les intermittents. Oui, oui. De tout ça, vous dites que c'est pas assez, que c'est pas suffisant, que... si vous voulez, là, aujourd'hui, déjà, la question, il y a un plan de relance. Ce plan de relance, il faut maintenant qu'on regarde quelle va être la répartition de ces moyens alloués. On sait que les institutions demandent énormément de moyens. Il y a des disparités, des inégalités très fortes entre institutions et travailleurs indépendants. Donc les grosses institutions vont prendre beaucoup d'argent de cette relance de la culture? Eh bien, on attend de voir. Mais en tout cas, les inégalités sont largement renforcées. Il y a déjà de toute façon une partie du secteur qui a dû abandonner ce travail. Enfin, je veux dire, c'est pas l'avenir. Et je veux dire, dans les faits, en fait, une partie de la culture est déjà saccagée. Donc, quelle va être la suite? Mais je veux dire, il faut déjà regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et ce plan de relance n'ouvre pas les théâtres. C'est-à-dire que nous exprimons à travers l'art, à travers l'expression artistique, et cette parole-là reste étouffée. Donc, ce plan de relance, comment va-t-il accompagner les plus précaires? Et ce plan de relance ne permet-il pas aussi de nous faire taire d'une certaine manière? Alors Christophe, on va revenir avec toi justement. Place de l'Odéon, qu'est-ce que les occupants justement de l'Odéon, en écho à ce que dit Gisèle Vienne, disent de leur propre situation? Eh bien Mathieu, on a rencontré par exemple Alexandre Van Megelen. Il est arrivé dimanche à l'Odéon, il est musicien et depuis 1 an, c'est la galère. Eh ben, depuis le début de la crise, on a perdu 80% de nos emplois, quoi. Enfin, il n'y a plus de concerts dans les salles, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus tout ça. Donc on essaye de se débrouiller à droite à gauche, quelques répètes, quelques enregistrements. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis allé jouer dans 2-3 maisons de retraite. Et puis pour les gamins aussi, dans les écoles. Les festivals qui s'annoncent cet été, on ne sait pas combien, comment... Et puis les programmations, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde et à mon avis, ça va être tendu. Concrètement, ça va être soit le RSA, soit je ne sais pas. Renata, elle, est comédienne. Elle ne s'en sort pas si mal, mais craint une hécatombe. J'ai renouvelé mes indemnisations à l'intermittence juste avant le premier confinement. Après, j'ai eu la chance de travailler un peu, donc pour l'instant, je devrais pouvoir renouveler à la fin de cette année blanche, mais c'est absolument pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas du tout les bonnes dates par rapport au calendrier de cette pandémie. Cette année blanche a été pensée avec l'idée d'une reprise possible durant l'automne et l'hiver 2020-2021, ce qui n'a pas du tout été le cas vu qu'on a subi un deuxième confinement. Et donc cette année blanche, il faut absolument la prolonger, autrement ça va être l'hécatombe au niveau du statut. C'est ce que confirme Karine Huette. Elle est secrétaire nationale adjointe du SNALM CGT et elle lance alerte. Les objectifs, c'est d'obtenir des choses par rapport aux revendications de base, puisque nous, on arrive à rien avoir. On a quand même beaucoup d'artistes et de techniciens qui vont arriver sans droit au 31 août, on le sait. Il y en a beaucoup qui sont laissés pour compte parce qu'ils étaient des nouveaux entrants pour plein de raisons, qu'ils avaient été déjà intermittents ou pas, ou qui rentraient pour la première fois. Ils n'ont rien aujourd'hui. Il y a des musiciennes, des danseuses qui tombent enceintes, qui ne peuvent pas avoir de congé maternité. Voilà, et on n'a pas de salaire possible avec une visibilité quasi nulle. Et le mouvement, Christophe, il a aussi des revendications plus larges. Oui, c'est ça, parce que certes, cette occupation, c'est d'abord pour alerter sur la situation des métiers du spectacle, comme le rappelle Karine Huette.
On n'a aucune visibilité et qu'on veut vraiment un fonds pour pouvoir travailler en résidence à répétition. On veut un plan de relance très clair. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble de choses pour lesquelles on est là. On n'a pas de réponse. On sait que c'est compliqué cette crise sanitaire, mais on est empêché de travailler. On n'a pas choisi d'arrêter de travailler. Donc on doit prendre en compte nos revendications. On est devant un choix politique par rapport à la culture. C'est aussi ça qu'on peut dénoncer d'une autre manière. C'est-à-dire que, effectivement, s'occuper de tout le monde, c'est compliqué, mais laisser la culture dans cet état-là, là, c'est un choix politique. Je dirais. Mais pour Alexandre Van Megelen, la crise touche tous les secteurs de la vie. C'est plein de milieux qui se retrouvent en crise en fait. Il y a tous les restaurateurs, il y a tous les artistes, il y a tous les métiers à côté de l'hôtellerie, les bars, enfin c'est énorme. Les musées, les cinémas. Enfin, moi j'ai jamais vu ça, enfin, je ne comprends même pas pourquoi ils font ça en fait. Pour moi c'est incompréhensible. Alors en cause, Mathieu, tu as bien compris, plus largement, tout ce qu'ils nous ont dit sur place, c'est que en fait, la grande réforme de l'assurance chômage prévue pour l'été, elle est dans toutes les têtes et les intermittents ne se battent pas pour eux, mais plus généralement pour ces millions de gens qui sont concernés. Gisèle Vienne, un mot sur ce reportage, sur les situations qui sont décrites, des gens qui disent je suis au RSA, j'ai plus d'activité, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, si vous aviez la ministre devant vous, Roselyne Bachelot, devant vous là sur ce plateau, quelles seraient les demandes que vous lui feriez au nom des artistes? Eh bien, de réouvrir les musées, de réouvrir les théâtres, de réouvrir les cinémas, de fermer les centres commerciaux, d'arrêter la publicité, d'arrêter de nous raconter n'importe quoi et de respecter les citoyens, les laisser sortir dans la rue, les laisser s'exprimer et de ne pas étouffer leurs paroles pendant que le gouvernement essaie de passer des réformes que personne ne veut, en fait. Est-ce qu'il faut une nouvelle année blanche, d'ores et déjà? Beaucoup l'ont dit dans ce reportage. Absolument. Évidemment, il faut une nouvelle année blanche et il faut effectivement se préoccuper des inégalités grandissantes dans notre secteur, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. Donc, j'irai sur ce plan de relance, bien regarder comment va être réparti cet argent, puisqu'au printemps dernier, évidemment, c'était comme d'habitude les personnes qui ont plus de pouvoir qui sont celles qui vont décider comment l'argent va être distribué. Donc, ça exacerbe aussi la violence des rapports de pouvoir dans notre secteur qui sont déjà suffisamment difficiles en temps normal. Je voudrais vous faire écouter, ça a une résonance avec ce que vous dites, la cinéaste Alice Diop, on l'a interrogée hier, elle sort un nouveau film qui s'appelle Nous, et voilà ce qu'elle nous a dit sur cet arrêt net de la culture. Ça me déprime, ça me révolte, Là, j'ai pris le train encore une fois pour venir, le RER était complètement bondé, et les gens avaient des masques et on était collés les uns contre les autres, et je ne comprends pas pourquoi ce cinéma est vide alors qu'on pourrait tout à fait être à 3 sièges. Donc ça m'inquiète, ça m'assèche aussi intellectuellement, ça m'assèche artistiquement, ça me peine en tant que cinéaste. Mais quand même, cette culture mise sous cloche pendant tant de temps, je me demande politiquement à quoi ça peut servir. Tu vois, de nous endormir, de nous zombifier comme ça, ça commence vraiment à m'inquiéter parce que moi-même, je me sens zombifiée. Donc je me dis, c'est fou, quoi. Je me sens pas... la capacité de révolte, la capacité d'émotion, la capacité de résistance, d'action aussi qu'on peut avoir devant un film, devant une œuvre, elle est quand même formidable. Et c'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit vivre ensemble. On doit pouvoir s'en parler, on doit pouvoir se galvaniser à travers ça. Et tout ça nous est absolument refusé. Gisèle Vienne, chorégraphe, vous aussi, vous vous sentez zombifiée en ce moment? Non, je ne me sens pas zombifiée. Je me sens à la fois en rage et parfois extrêmement fragilisée. Mais pas du tout zombifiée. Et effectivement, je comprends pourquoi on nous fait taire, parce que le jour où on nous laissera parler, eh bien, on espère que tout ce gouvernement dégagera assez rapidement. Donc je comprends bien, mais je ne me sens pas du tout zombifiée, non. Je ne me sens pas du tout zombifiée. Colère, mais une colère politique, visiblement. Oui, et c'est une colère, je dirais, qui est créatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie de détruire ce monde, on a envie de le réinventer. C'est une des missions de l'art, c'est une des missions de la philosophie, c'est ce qui se passe à l'université avec les philosophes, les sociologues, c'est ce qui se passe dans les théâtres, c'est ce qui se passe dans les musées. C'est effectivement un travail de destruction et de réinvention de la société et du monde. Et c'est exactement ça qu'on est en train d'étouffer. C'est comique. Merci beaucoup, Gisèle Vienne. Vous avez parlé de l'université, vous me faites une transition parfaite vers notre deuxième plateau. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui dans Aller Libre. Merci à toi, Christophe, pour ce reportage. Et donc, on va parler des universités tout de suite, et de Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche, avec Fanny Gallo et Nassira Ghenif. Elles arrivent sur le plateau.
Voilà, petit ballet habituel entre les deux plateaux. Bonjour à toutes les deux, installez-vous. Comment allez-vous ? Bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Étrange période à l'université, vraiment étrange. D'un côté, des facs en grande partie fermées, des cours à distance depuis 1 an. La ministre avait promis qu'elle réouvrirait ses universités début mars. C'est raté pour beaucoup d'étudiants. C'est la galère matérielle ou psychologique. On vous en a longuement parlé la semaine dernière dans Alerte Libre. Et dans le même temps, l'université qui est devenue, qui est toujours peut-être un champ de bataille. Elle serait, nous ont dit des ministres, gangrénée par, je cite avec des guillemets, l'islamo-gauchisme, un terme d'extrême droite, désormais utilisé au sommet de l'État pour dénoncer ce qui serait donc une alliance entre la gauche et l'islam politique. On va y revenir. Cacophonie intégrale qui surgit, étonnamment ou pas, dans le contexte d'une pandémie qui percute de plein fouet l'université. Nos deux invités, ce sont 2 universitaires. Je les ai présentés brièvement. Maintenant, je les présente plus correctement. Fanny Gallo, vous êtes historienne. Bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Créteil et membre du syndicat SNESUP-FSU. Et vous, Nassira Ghenif, vous êtes sociologue et anthropologue, professeur des universités à l'université Paris 8. Toutes les deux, vous êtes ici au nom d'un collectif plus large de chercheurs, de chercheuses et de scientifiques qui s'appelle Vidal Démission, qui, comme son nom l'indique, demande la démission de la ministre de la Recherche Frédérique Vidal. À ce jour, vous avez lancé un appel qui a été à ce jour co-signé par 22 300 ou 400 aujourd'hui signataires de cet appel sur le site Université Ouverte. Vous pourrez le retrouver en ligne. Un appel lancé dès le 20 février avec 600 universitaires, dont Thomas Piketty, Mathilde Larère, Sandra Loger, bien d'autres. Vous dénonciez alors une chasse aux sorcières et vous disiez on est comme dans la Hongrie d'Orban, le Brésil de Bolsonaro, les études postcoloniales et décoloniales, les travaux qui portent sur les discriminations raciales, les études de genre et l'intersectionnalité sont précisément ciblés. 1 mois plus tard, Frédérique Vidal est toujours à son poste. Est-ce que pour vous, sa démission est toujours d'actualité ? On imagine oui, mais pourquoi ? Elle est tout à fait toujours d'actualité et même la colère s'amplifie en réalité, comme vous venez de l'indiquer, on est à plus de 22 000 signataires. Dans la dynamique de cette pétition qui a pris des proportions auxquelles on ne s'attendait pas en réalité, il y a des organisations syndicales qui ont appelé à la démission, il y a des instances de l'université qui ont appelé à la démission de la ministre, et il y a des laboratoires, il y a des sections de disciplinaires, donc ça s'appelle le CNU, qui ont également appelé à la démission de la ministre. Et donc c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond. Il y a une accumulation en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans cette période actuelle là, après plusieurs années de mobilisation. On avait d'abord eu Parcoursup, puis Bienvenue en France, puis l'année dernière une mobilisation absolument massive contre la LPR. On a d'ailleurs fêté les 1 an de cette grève massive, le 5 mars, on arrête tout, qui avait été très largement suivie par l'ensemble des collègues. Et puis, bien sûr, après, la crise sanitaire, le confinement, le fait de passer en force en plein milieu de l'été, sans concertation, sans rien, sans possibilité de résistance, ça a donné une impression pour les collègues d'être littéralement piétinés. Et puis, poursuivre cette marche forcée avec la LPR, là encore, en novembre, avec d'autres amendements qui viennent s'ajouter, qui mettent en cause les pairs, etc. Et là, voilà, la goutte d'eau, quoi. C'est-à-dire la goutte d'eau, le truc complètement hallucinant qui fait que la colère, en fait, est absolument partout et même qui va bien au-delà de ce à quoi même on aurait pu s'attendre, enfin ce à quoi même moi j'aurais pu m'attendre. Nassira Ghenif, en 2 mots, comment, peut-être 1 ou 2 mots justement, vraiment rapide pour décrire le climat actuel aujourd'hui autour de l'université. Alors je pense que c'est un climat qui est paradoxal parce que d'une part on est face à des situations de détresse profonde de la part des personnels, des enseignants, mais surtout des étudiantes et des étudiants qui en fait ne parviennent pas à véritablement poursuivre leurs études dans des conditions décentes et dignes. Et face à cela, on a une espèce de montée en puissance des attaques, alors qui effectivement aujourd'hui se joue au sommet de l'État, avec un climat assez étrange d'ailleurs, où on aurait d'un côté un président de la République qui regarderait l'histoire en face, qui serait particulièrement humaniste, qui, même s'il égrène les noms tous les 2 ans et demi. Sur l'Algérie. Voilà, il y a Maurice Audin en septembre 2018, il y a Ali Boumendjel qui était donc avocat algérien, qui a été torturé et assassiné par les militaires
pendant la guerre d'Algérie, sur ordre, hein, c'est pas une erreur. Et de l'autre côté, il y aurait des ministres qui ne cessent de nous harceler, véritablement, de nous attaquer. Et là, je pense que c'est un nous qui est devenu beaucoup plus large que les cibles initiales, parce que ça fait longtemps que ça dure, je le précise. Ces accusations de déloyauté à l'égard de l'université, voire ces procès en non-professionnalisme parce que nous aborderions des questions qui n'ont rien à faire à l'université, ça fait maintenant près de 20 ans que ça dure. Donc, il y a eu effectivement tout un segment de l'université, notamment les universitaires racisés. C'est ça que vous dites. Oui. Les universitaires racisés connaissent ça depuis longtemps. J'en fais partie, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait inédit, c'est que face à la morgue, en fait, d'un gouvernement qui se croit vraiment tout permis en pleine pandémie, il y a des collègues qui ne sont pas du tout concernés par ces thématiques-là, qui travaillent dans d'autres disciplines, qui ne sont donc pas soupçonnables d'être des islamo-gauchistes, à l'évidence, qui nous rejoignent, qui considèrent que c'est devenu intolérable de pratiquer la chasse aux sorcières au cœur de l'université. Alors on va revenir sur tout ça, évidemment. J'ai beaucoup de questions pour vous. On va d'abord revenir, si vous voulez bien, en quelques mots, sur ce contexte très tendu, aux allures vraiment de guerre culturelle. On est en octobre, quelques jours après l'attentat terroriste contre l'enseignant Samuel Paty. Déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'Assemblée nationale. Il y a des islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Une petite musique qui enfle, mi-février, la ministre de l'Éducation supérieure, Frédérique Vidal, entre dans la danse avec cette phrase prononcée sur la chaîne conservatrice CNews. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Quelques jours plus tard, le 16 février, à l'Assemblée nationale, toujours elle enfonce le clou. J'ai été interrogée, effectivement, sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Avec ce parallèle plutôt surprenant. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré. Et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. L'enquête dont elle parle, la ministre l'a confiée au CNRS, qui lui a répondu dans un communiqué cinglant. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tentent d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique. Stupeur aussi des présidents d'université qui dénoncent une nouvelle polémique stérile. L'islamo-gauchisme, s'émeuvent-ils, est une pseudo-notion qu'il conviendrait de laisser sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite, qui l'a popularisé. Mais la guerre médiatique est lancée. Intellectuels, journalistes, mandarins s'en donnent à cœur joie. Parmi eux, l'islamologue Gilles Kepel, encore sur la chaîne conservatrice CNews. Le phénomène existe. Personnellement, je l'ai constaté moi-même. On voit une inflation d'études, un peu comme ce qu'était la pensée prolétarienne à l'époque du stalinisme, si vous voulez, qui vont, au lieu d'analyser la société et de la décrire, produire de l'idéologie. Alors, ça sera les séminaires interdits aux Blancs, la dénonciation des autres comme des koufars, etc. Mais ça existe, tout ça. Bien sûr, qui me semblent être des éléments idéologiques tout à fait dommageables. Gilles Kepel qui signe avec l'ancien ministre Luc Ferry, l'historien Pierre Nora ou la sociologue Nathalie Henich et 130 universitaires. Un texte dans Le Monde, dans leur ligne de mire, le dévoiement militant de l'enseignement et de la recherche, c'est une citation, se développe de façon inquiétante, disent-ils, pléthore de cours, articles, séminaires, colloques qui ne sont que du militantisme déguisé en pseudo-sciences à coups de théories fumeuses, racisme d'État, blanchité ou intersectionnalité. Depuis, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal persistent, mais sans forcément utiliser maintenant le mot islamo-gauchisme. Polémique en pleine crise étudiante, vous l'avez dit, qui a provoqué d'ailleurs des tensions jusque dans la majorité. Fanny Gallo, Nassir Aghenif, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui vous marque en particulier? Qu'est-ce que vous répondez en particulier sur quelques aspects de ce qu'on a vu? Déjà, la première chose, c'était aussi quelque chose que disait Nassira tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas non plus un phénomène nouveau. C'est-à-dire que les attaques contre les recherches qui portent sur les discriminations ethno-raciales,
sur l'islamophobie, sur l'intersectionnalité. Donc voilà, ça c'est devenu le nouveau mot. Hein. Bon, sont pas nouvelles, ça fait plusieurs années. Hein. Donc par exemple, nous à Créteil, on avait organisé un colloque sur intersectionnalité en éducation donc en 2017, et sous la pression en définitive du printemps républicain relayé par la fachosphère, ce colloque a bien failli être littéralement annulé. Hein, et là, on était en 2017. Alors que l'argument qu'on entend beaucoup, c'est que en raison de ces pressions à l'université, des intellectuels ne peuvent pas intervenir parce que certaines personnes les empêcheraient de parler dans l'université. Vous décrivez aussi la même chose finalement de l'autre côté. En définitive, et la réalité, c'est bien plus qu'il y a... On a toute une liste, et on en parlait encore avec Nassira juste avant d'arriver, et on se disait qu'on n'allait pas faire toute la liste de séminaires, de colloques qui sont soit à la limite d'être censurés, soit littéralement interdits. D'ailleurs, Fanny Gallo, vous enseignez à Créteil. Récemment, une offre de poste d'enseignant-chercheur a été mystérieusement modifiée. C'était il y a quelques jours. Hein. Il y avait des mots comme discrimination ethno-raciale, inégalité de sexe, de sexualité ou de classe dans l'intitulé du poste. Elles ont disparu du site du ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, on n'a pas précisément le fin mot de l'histoire en réalité, mais ce que ça signifie, c'est de la censure, quoi. Ce que ça signifie, c'est qu'en tout cas, les propos de Vidal ont ouvert les vannes et laissent la possibilité à un certain nombre de personnes d'agir pour empêcher certaines recherches de se tenir. C'est ça que ça signifie. Ce qui s'est passé a priori... Pour vous, ça vient du ministère, ça vient directement du ministère. Alors, du ministère, mais en fait, ça vient peut-être de Jean-Michel Blanquer, parce que l'INSPE, en fait, est aussi... le ministère de l'Éducation nationale a son mot à dire sur la formation des enseignants et des enseignantes. Donc, au départ, la première version qu'on a eue, c'est le ministère, mais on ne savait pas précisément lequel, a contacté le recteur qui a demandé à la directrice de l'INSPE de modifier la fiche de poste. Puis, dans un deuxième temps, la directrice de l'INSPE a pris sur elle, a dit « j'ai modifié la fiche de poste ». Donc, il y a un flou, mais il se pourrait bien aussi d'ailleurs que ça vienne de Jean-Michel Blanquer, ça ne serait pas du tout étonnant, hein, puisqu'on parle beaucoup de Vidal, mais on a bien vu d'ailleurs dans le reportage à quel point aussi d'ailleurs ces interventions ont compté dans cette chasse aux sorcières. Ouais, Nassira Ghagnef, vous avez aussi des choses à raconter. Alors vous, ça fait 20 ans, on peut dire quasiment, que vous êtes traité, alors qualifié, on va dire, d'indigéniste, de racialiste. Vous avez eu à peu près tout sur les épaules. Vous avez publié des livres, vous avez enseigné à l'étranger, vous êtes une universitaire reconnue. À travers votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire justement de ce climat? Et je crois que vous avez eu des moments de confrontation comme ça avec l'institution très précis. Oui, tout à fait. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un refus du fait de voir des descendants de migrants, des descendants de colonisés devenir des égaux au sein de l'université, pouvoir développer des recherches qui sont perçues comme pertinentes, effectivement, qui sont reconnues comme pertinentes. Et effectivement, j'ai été invitée comme professeur en Suède, aux États-Unis, et donc personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'utilisais ce type de vocabulaire. Au contraire, il fait sens partout où ces questions-là sont examinées avec le sérieux et surtout avec le calme qu'elles requièrent. Donc le paradoxe, c'est que, encore une fois, je me retrouve à être convoquée dans l'université à Paris 8 au printemps 2016, donc ça fait 5 ans. Mmh. Et la convocation porte sur le fait que je dois respecter une obligation de réserve et que je ne peux pas faire état je ne peux pas parler ès-qualité, c'est-à-dire en tant que professeur des universités, lorsque j'interviens dans des enceintes qui ne sont pas universitaires stricto sensu, mais qui sont militantes ou autres. Alors, j'ai dû expliquer au directeur général des services qui avait été missionné par la présidente de l'université Paris 8 pour me recevoir, que le Conseil constitutionnel, en fait, me garantit toute liberté d'expression, que je n'ai aucune obligation de réserve à respecter. Il était un peu désarçonné par le fait que je ne fléchissais pas sur mes droits. Et il a fini par m'expliquer qu'en fait, la demande de me convoquer venait du rectorat qui lui-même l'avait reçue du ministère. Je rappelle qu'à l'époque, donc, la ministre explication claire, là, en tout cas, il y avait clairement une intention. C'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre, qui s'était émue dans l'hémicycle de ces rencontres non blanches dont parlait un certain islamologue tout à l'heure, alors que les paroles non blanches ont été développées dans le contexte de la mobilisation contre la loi travail, et non pas la loi El Khomri, comme tout le monde s'apesantissait sur ce nom. Et en fait, ces groupes étaient constitués, effectivement, ils invitaient des orateurs qui étaient considérés comme étant subissants des formes de racisme à la fois structurelles et des discriminations, alors que tout le public était bien
de toutes origines et n'étaient là que parce qu'ils manifestaient un intérêt à cela. Donc ce que ça traduit, à mon sens, c'est qu'il y avait une entreprise d'intimidation et de démoralisation qui était déjà présente. Il s'agissait effectivement de me fragiliser d'une certaine manière. J'ai été la seule, à ma connaissance, à être convoquée pour m'expliquer sur mes travaux, et surtout sur mes prises de position. Et aujourd'hui, on voit que ça s'intensifie. C'est-à-dire il va de soi, il devient même urgent pour sauvegarder la nation, d'attaquer et donc de demander des comptes, de créer de véritables tribunaux inquisitoriaux pour mettre sur la sellette des personnes comme moi. Alors il faut signaler que les 600 premiers signataires de l'appel à la démission de Frédérique Vidal, que vous avez donc co-signé tous les deux, avec plein d'autres, plus de 22 000 personnes ont été d'une certaine façon recensées sur un site. Le CNRS a d'ailleurs annoncé qu'il allait saisir le procureur de la République. Vous étiez présenté avec des mots en effet peu élogieux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez une pression? Est-ce que vous sentez une forme de danger autour de vous? Le danger, il vient plutôt du stress que ça produit. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'impression, justement, de ne pas être soutenu, et surtout d'être attaqué en permanence. Vous avez l'impression d'être pas du tout soutenu par cette ministre? C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, il y a des collègues qui disent « ça n'est plus notre ministre, ça n'est plus notre ministre ». Je veux dire, elle n'a plus absolument aucune crédibilité, mais de manière très large. Le discrédit est immense en définitive. Et je pense que ça va continuer d'ailleurs, ce discrédit, puisque par exemple, moi je suis membre de la section 22 du CNU, le Conseil national de l'université, qui en fait avalise les recherches dans une appréhension collégiale de la recherche, a appelé vendredi dernier justement non seulement à la démission de Frédérique Vidal et de Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs les deux, mais aussi à la réappropriation de l'université en disant nous sommes l'université, nous allons lancer des états généraux pour se réapproprier cette université. Donc oui, voilà. Déconnexion totale et désaccord total avec cette ministre. Je pense que c'est pas inutile de rappeler quand même que ça se passe Fanny. Ça se passe dans un contexte où la France a décidé, contre toute attente, après tout le monde, de mettre en place un système néolibéral au sein de l'université qui met tout le monde en concurrence. Oui, votre texte le rappelle d'ailleurs, qu'il y a aussi des coupes budgétaires très importantes. Oui, et puis il y a une manière de démonétiser les universitaires. C'est-à-dire qu'on peut le faire selon des modes très différents. On peut le faire en les racisant et en mettant en cause la rigueur scientifique de leurs travaux. On peut aussi les démonétiser en décidant de ne plus leur donner les moyens de faire de la recherche et d'enseigner dignement. Et je pense que tout ça intervient dans un moment où nous savons, par nos contacts à l'étranger, à l'international, que ce mode de néolibéralisation de l'université, qui est donc complètement catastrophique ailleurs, n'aurait aucune raison en fait de se mettre en place en France. Il y avait encore moyen de l'éviter. Et donc agiter la menace en fait d'une sorte d'islamo-gauchisation de l'université, c'est précisément laisser le champ libre pour aller jusqu'au bout de cette néolibéralisation et de constituer en son sein un groupe qui serait une sorte de bouc émissaire permanent, ce que nous avons été, et donc l'idée, c'est que ça pourrait continuer à être un gisement à exploiter. Petite question pour terminer. On est dans un contexte quand même très éruptif autour de cette question de l'université, probablement parce que la crise sanitaire est aussi là, les cours en distanciel, tout ça est très compliqué dans les universités. Je voudrais votre réaction rapide sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Sciences Po Grenoble, où le nom de 2 enseignants qui avaient exprimé des désaccords sur le terme islamophobie, leur nom a été placardé devant l'établissement, affiche relayée par l'UNEF, polémique nationale. Le procureur de Grenoble a ouvert une enquête pour injure publique et dégradation. Leur nom, comme ça, a été affiché devant l'Institut. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est dommageable, maladroit? Est-ce que ça participe à ce climat? Rapidement, en 2 mots. Moi, je pense que ça fait diversion, en fait, et ça exacerbe tellement les positions que... Pourquoi diversion? Parce que, au sens où ça continue à entretenir un climat qui serait particulièrement délétère. Le fait que ces 2 collègues aient été livrés à la vindicte, puisqu'on le vit depuis 20 ans, j'ai envie de leur dire bienvenue au club. Oui, c'est ça, c'est que leur nom était sur la place publique. Oui, alors bienvenue au club. Moi, ça fait juste 20 ans que, effectivement, mon nom et mes collègues
sont livrés régulièrement en pâture. Donc je pense que ça commence à prendre des proportions tout à fait exagérées. Par contre, la discussion sur le fait de contester le terme d'islamophobie, elle dure aussi. Ça fait 20 ans que ça dure, et ça fait 20 ans que ce déni finit par créer des crispations. Je ne suis pas sûre que les étudiantes et étudiants à Sciences Po Grenoble qui ont fait ça étaient particulièrement vindicatifs à l'égard de ces deux personnes, mais le fait à l'inverse, de ne pas pouvoir en parler au sein de l'université, Fanny Gallo le rappelait tout à l'heure, en fait, l'interdiction, enfin la tentative pour interdire ce colloque qu'elle co-organisait, montre qu'il y a des coups de boutoir contre certains concepts, contre certaines réalités, et que l'université est devenue la foire d'empoigne, en fait, alors que ça devrait être un lieu apaisé où on peut débattre de tous les concepts et de tous les problèmes. Et Dieu sait qu'il y en a en France qui méritent franchement d'être débattus. Merci beaucoup à toutes les deux. Nassira Ghenif, sociologue, anthropologue, professeur des universités à Paris 8. Et vous, Fanny Gallo, historienne, maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Créteil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les deux, si vous voulez bien, vous restez encore avec moi quelques minutes pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, séance de rattrapage, et bien sûr, abonnez-vous. Aucune excuse en ce moment. Et pour tout le mois de mars, Mediapart fête ses 13 ans en ce mois de mars 2021. Notre offre spéciale est imbattable, 3 mois pour 11 €. D'abord, cet énorme travail d'enquête de nos partenaires de Disclose. Ils ont enquêté sur les effets des essais nucléaires français en Polynésie. Ils révèlent notamment un rapport confidentiel dans lequel le gouvernement polynésien reconnaît l'existence d'un cluster de cancer de la thyroïde. Ils montrent aussi comment le nuage radioactif d'un essai a contaminé la totalité des habitants de Tahiti. Leur enquête porte également sur l'indemnisation des victimes de graves erreurs de calcul qui ont eu pour conséquence un rejet massif des dossiers traités. Ils s'intéressent enfin aux vétérans du Centre des expérimentations du Pacifique. Le ministère des Armées reconnaît que 2000 d'entre eux sont ou seront atteints de cancer. Sur un tout autre registre, cet article de Caroline Goudet qui revient sur l'allocation adulte handicapé. Jusqu'à présent, certains allocataires, quand ils se déclaraient en couple, perdaient une partie de leurs droits. Le Sénat examine mardi une proposition de loi qui corrigerait ce mode de calcul décrié par les associations, mais le gouvernement n'est pas d'accord. Et puis, nous en parlions hier avec Alice Diop. Mediapart est partenaire du 43e Festival international du film documentaire cinéma du réel. Vous pourrez voir sur le site les 12 courts-métrages sélectionnés dans la catégorie premier film et vous pourrez même voter. Voilà, L'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.